Agenda plein pour le Conseil des Béninois de France en séjour au Bénin. À suivre l'essentiel de la quinzaine organisée par cette diaspora sur des projets de développement au Bénin avec Jean-Charles Aoumadegbe, président de l'organisation. Et puis, renfort d'engins pour renforcer la présence sécuritaire de l'État aux frontières. Le ministère de tutelle et l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières prêtent main forte aux forces de sécurité et de défense. Le Bénin projeté comme plateforme numérique sous-régionale, l'ambition du gouvernement s'affirme dans la digitalisation de tous les secteurs. Nous ouvrons le portail des services publics numériques dans ce journal. Bonsoir et merci de nous accepter chez vous avec ce journal, cette édition unique du soir, spéciale à cause des matchs qui se déroulent. Ouvrons donc ce journal par les activités du Conseil des Béninois de France, comme indiqué en titre. Cette organisation de la diaspora béninoise en France prend sa part dans des projets à impact public. Ils sont exposés, ces projets, aux présidents d'institutions et aux chefs de l'État. C'est ceux parmi ces projets qui sont mis en lumière, notamment à travers la quinzaine organisée au Bénin par le Conseil des Béninois de France. Écoutons Jean-Charles Aoumadegbe, président du Conseil des Béninois de France, au micro de Jérôme Humba. Nous avons eu l'honneur d'être reçus pendant près de 3 heures par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et nous l'en remercions. Nous avons échangé avec le chef de l'État les préoccupations des diasporas béninoises. Nous lui avons remis un cahier de préoccupations. Nous avons aussi souhaité que l'État béninois puisse convoquer une grande conférence des Béninois de l'extérieur, au cours de laquelle les diasporas pourraient échanger avec les institutions, échanger entre eux, se retrouver, repartir en sachant d'où ils viennent. Ces préoccupations dont je viens de parler, nous les avions transmises aussi avant au ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, qui nous a fait aussi l'honneur de nous recevoir pendant près de 2 heures. Nous avons aussi rencontré le ministre de la Santé. Nous avons parlé avec lui de la diaspora qualifiée dans le domaine de la santé, ce qu'elle pourrait apporter. Des points focaux ont été désignés au sein du CBF qui vont suivre la mise en place de ces conventions entre le CBF et les villes de Porto-Novo et de Ouidah. Pour ce qui concerne le séminaire que nous avons organisé, ce séminaire a porté sur la contribution de la diaspora béninoise au développement du Bénin, cas du CBF. On a visité près de 14 projets différents. Et comme je l'ai dit, répété, l'ensemble des projets que le CBF a accompagnés et qui ont été financés par le Forum, le Praosémé, l'AFD, et les projets que le CBF a portés en son nom propre, dépassent le milliard de francs CFA. Partons le cœur léger, rempli d'espoir, en nous disant il y a des choses à faire. Nous avons échangé pour savoir comment faire pour mieux faire et nous espérons pouvoir mieux faire.
Passons à l'actualité post-électorale au cabinet du président de la Cour constitutionnelle qui reçoit des rapports d'observation électorale. Aujourd'hui, il est question du rapport préliminaire sur le scrutin législatif du 8 janvier dernier, élaboré par la mission d'observation électorale de l'ONG Nouvelles Perspectives. Document présenté par Madame Mariama Conté, chef de cette organisation. L'experte électorale en parle au micro de Lénaï Awazao et de Petroni Lokosu. Nous sommes là aujourd'hui pour remettre notre rapport préliminaire et notre déclaration préliminaire. Dans l'ensemble, on peut retenir que le scrutin du 8 janvier 2023 s'est vraiment passé dans un climat très apaisant, dans la transparence et dans la quiétude aussi. Donc, en somme, nous pouvons confirmer les résultats qui sont déjà proclamés et nous incitons la population béninoise à recevoir les résultats. Et si quelqu'un veut faire des recours, de faire de façon normale, logique, selon la loi, et de ne pas inciter la population à sortir dans la rue pour manifester. Donc nous appelons à la paix. Dans l'ensemble, on ne peut signaler aucun incident majeur qui peut vraiment entacher la crédibilité des élections du 8 janvier. Le rapport final, c'est après 3 mois. Le climat post-électoral, le climat électoral et le climat préélectoral. Il y a ces 3 phases qui sont fondamentales pour rédiger vraiment un rapport global. Un renfort d'engins pour faciliter davantage la mobilité des unités de patrouille aux frontières du Bénin. La veille sécuritaire du ministère de tutelle passe aussi par une agence de gestion des frontières plus opérationnelle en soutien aux forces de sécurité et de défense. Ghislain Poguet, Igor Ayoso. Des motos pour accroître les capacités opérationnelles des unités des forces de défense et de sécurité en charge de la surveillance des frontières. La BGF a acquis sur son budget 2022 70 motos dotées de 2 casques, de pneus secours, d'imperméables et de trousses à outils. Des motos destinées à des unités opérationnelles déjà connues. 30 motos seront mises à la disposition de l'état-major général pour renforcer la mobilité des forces de défense dans les secteurs actuellement touchés par les attaques terroristes. 30 motos à la police républicaine en service dans les espaces frontaliers en proie aux attaques terroristes et 10 motos au groupement national des sapeurs-pompiers pour secourir en temps réel nos concitoyens victimes des accidents, nos populations touchées par les incendies ou autres crises. C'est le moment pour moi de lancer une fois encore un appel à la population et de l'exhorter à collaborer avec les forces de défense et de sécurité à la coproduction de la sécurité gage de paix. Quant à vous, acteurs de la sécurité et de la défense, je voudrais vous renouveler mes félicitations pour votre engagement aux côtés de nos populations depuis plusieurs mois déjà dans la lutte contre les actes barbares des groupes armés terroristes. Je voudrais, par cette même occasion, louer ici les efforts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui, depuis 2012, ne cesse de développer des stratégies de prise en charge des zones frontalières en vue de leur viabilisation. Cette dotation est un appui de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Les espaces frontaliers sont des espaces assez difficiles d'accès. Ce sont des espaces extrêmement enclavés, ce qui permet donc à tous les criminels de tous bords et aux terroristes de s'installer durablement. Le gouvernement béninois, depuis plusieurs années déjà, s'investit encore plus fortement dans le développement, la surveillance et la sécurisation des espaces frontaliers. Youssou N'Dour est un homme dépaysé au Bénin. Alors qu'il vient d'être accueilli par le ministre des Affaires étrangères ce soir, la star internationale du mbalax sénégalais s'est dit bluffé par un Bénin qu'il ne reconnaît plus en raison des transformations du lifting subies par le pays. On écoute Youssou N'Dour. Je suis très content d'être là. On a passé beaucoup de temps à parler du Bénin, de l'histoire que j'ai avec ce pays extraordinaire.
mais surtout de venir à ces moments où le leadership du Bénin, incarné par son Excellence le Président Talon, sur les industries culturelles, sur l'art en général, nous avons suivi tout cela et venir dire bravo, encourager et fédérer plus les politiques culturelles et rencontrer les dirigeants du Bénin, les encourager, les féliciter, parce que je n'ai pas reconnu Cotonou. Moi, je suis venu plusieurs fois à Cotonou. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Il y a eu du travail. L'architecture, l'espace, les espaces sont bien occupés. Je pense qu'il y a des élargissements, de la verdure, une certaine organisation, on sent cela. Et ça, c'est l'incarnation de l'autorité. Nous avons échangé, nous avons discuté de la situation de l'Afrique, de la diplomatie africaine, et j'ai salué l'ouverture du Bénin, parce que peut-être 2 ou 3 pays seulement en Afrique aujourd'hui permettent à tous les Africains de venir sans visa. Le Bénin est précurseur dans ce sens, et je pense que d'autres choses qui se passent et que le Bénin joue sa partition dans cette grande musique africaine, comme je dis. La diplomatie aussi, c'est de l'harmonie. C'est très bien de voir que des pays incarnent, des pays avancent. Mais je ne suis pas venu pour un concert, mais je peux vous dire « Wo pirima, fumuyendu mayendu fayendo nane ». Wo pirima, fumuyendu mayendu fayendo nane. Youssou, bluffé par un Bénin qui se transforme. Parlant de Bénin qui se transforme, retour sur cette réforme sociale sous la forme d'une question. Peut-on envisager la retraite au Bénin avec sérénité? Il y a peu, les premiers jours d'un retraité ressemblait à une épreuve punitive. Retour donc sur une réforme consacrée aux formalités de départ à la retraite, une articulation visiblement réussie entre régime du Fonds national de retraite et régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais pas seulement, il y a aussi les mesures de soutien aux agents contractuels de l'État mis à la retraite forcée en 2015. 3 grandes réformes dont les bénéficiaires sont intarissables en éloge. Sofiat Osseni et Gaël Sekpon ont mené l'enquête. Je suis admis à la retraite. Ça a été vraiment la croix à la bannière, et c'est après 1 an et demi environ que j'ai pu toucher la première pension. Voilà ce qu'a été pendant longtemps la situation de la majorité des agents retraités du Bénin, alors même que l'article 53 du Code des pensions civiles et militaires voudrait que l'agent retraité reçoive son carnet de pension le jour même de son admission à la retraite. Pour remettre les pendules à l'heure, 3 réformes majeures ont été engagées en 2019 par le gouvernement. Par rapport à la première réforme, désormais, l'agent de l'État admissible à la retraite ne doit plus produire de dossier avant qu'on ne prononce son admission à la retraite, ni liquider sa pension de retraite. Depuis novembre 2020, la mise en œuvre de cette mesure est effective et a déjà fait des heureux. C'était le 5 novembre, ça faisait 1 mois. Je me suis présenté et ils m'ont remis mon livret. C'est vraiment une réforme salutaire. Ça nous soulage parce qu'on nous a évité les va-et-vient inutiles. On est peinard chez nous, les choses sont prêtes, on vous appelle, vous venez chercher. Vraiment, c'est une réforme qui dispense les agents à la retraite de souffrance, quoi. Je salue le gouvernement, le président qui a réussi cette réforme-là. Et quand en 2015, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2015-19, des agents contractuels de l'État ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles avant l'âge de 60 ans requis, une seconde réforme est intervenue à titre de mesure d'accompagnement du gouvernement. De ce fait, pour mettre ces agents-là à l'abri de la précarité et leur permettre de bénéficier
d'une pension proportionnelle de retraite, le gouvernement a pris l'engagement de leur payer les cotisations sociales pour la période qu'ils passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour le directeur des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il s'agit bien d'une mesure sociale. Si cette mesure sociale n'était pas intervenue, ce sont des assurés qui se seraient retrouvés à la retraite, mais ils ne pourront pas percevoir de prestations. À la limite, ils percevraient pour la plupart des prestations uniques. En 2021, 1889 agents contractuels de l'État ont bénéficié de cette mesure sociale. Parmi eux, Dame Reine Georgette Alavor, agent de santé, admise à la retraite en 2019 sans avoir bouclé les 15 années de fonction pour mériter la pension de retraite. 6 mois après les dépôts des dossiers, la CNSS m'a appelé et m'a expliqué que je n'ai pas de pension parce que je n'ai pas abouti le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite et avoir la pension normalement de la retraite. Donc, ils m'ont payé l'allocation familiale unique. Quelques mois après, on m'a appelé encore pour me dire que le gouvernement actuel a permis qu'on ait des pensions. Le point culminant de toutes ces réformes engagées par le gouvernement de la rupture, c'est bien la coordination qui existe désormais entre le régime du Fonds national de retraite qui gère les fonctionnaires de l'État et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne le secteur privé. Avant l'avènement de ce décret, ce n'était pas possible. C'était des liquidations séparées qui faisaient que les assurés donc perdaient la pension parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions minimum dans les deux régimes. Ma pension, normalement, est payée par la CNSS. Mais grâce à la coordination créée par l'État, FNFB a commencé par traiter encore notre dossier et nous payer, n'est-ce pas, un complément, n'est-ce pas, de la pension. Aujourd'hui, nous avons délivré 2 pensions désirées. La réforme des pensions au Bénin est un grand pas franchi par le gouvernement. En plus d'être une mesure sociale, elle permet aux travailleurs admis à la retraite de partir le cœur apaisé. Autre espace de réforme, l'espace numérique. Le Bénin comme plateforme des services numériques dans la sous-région. L'ambition prend corps à coup de digitalisation de tous les secteurs. Dans ce journal, nous ouvrons le portail des services publics numériques pour revisiter avec Rebecca Kendiahoundé quelques e-services importants, leurs impacts et le bilan de leur application. On suit. Un clic, 3 mots pour accéder au portail national de services publics du Bénin. Sur cette plateforme, plusieurs services disponibles comme la délivrance du casier judiciaire, l'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale ou encore le e-visa. Le e-visa a démarré en 2018 au Bénin et l'objectif c'est pour révéler le Bénin au monde et faciliter l'obtention du visa aux étrangers non africains et désireux de venir chez nous au Bénin dans un délai maximum de 72 heures. En 72 heures au moins, vous entrez en possession d'une pièce dont l'obtention jadis nécessitait un déplacement vers l'ambassade pour les étrangers. Lancé en 2018, le e-visa fait son petit bonhomme de chemin avec d'incroyables résultats. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000 e-visas déjà délivrés depuis 2018. Et comme vous le savez, quand il y a amélioration au niveau des prestations du service, c'est que la demande augmente. De jour en jour, la demande de e-visa augmente. Et nous pouvons avoir effectivement des pics de 500. Depuis 2021, la procédure d'obtention du passeport a aussi évolué avec la demande possible en ligne. Il en est de même pour le casier judiciaire
et le e-résultat, une plateforme pour consulter son résultat après un examen ou un concours. 2 ans seulement d'existence, mais elle a déjà conquis le cœur des Béninois. Les statistiques sont assez expressives. Cette année, par exemple, pour le compte du certificat d'études primaires, 226 676 candidats ou leurs parents ont pu consulter leurs résultats à travers cette plateforme. La plateforme est d'utilisation facile, l'accès facile, elle est assez conviviale et les gens n'ont aucune difficulté à l'exploiter. Pour accéder à chacune de ces plateformes, il faut une connexion Internet. Le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a rendu effective sa politique de déploiement de la fibre optique pour une connexion haut et très haut débit. Nous avons sur les 77 communes déjà une cinquantaine qui sont déjà raccordées en fibre optique. Et il y a une deuxième phase le projet de développement, de densification du réseau existant qui permettra au fait de raccorder les autres communes à la fibre optique. Donc à terme, c'est dit que d'ici 2 ans, toutes les communes, les 77 communes du Bénin, au fait, seront raccordées à un réseau, le réseau dorsal de fibre optique et auront des points de présence de fibre optique. Le Bénin, leader des TIC en Afrique, le rêve devient réalité avec des projets numériques qui se concrétisent à grande vitesse. Désormais, le pays est cité en exemple à l'international grâce aux e-services développés et à la confiance numérique qui s'impose. On passe à un autre sujet, mais enthousiaste sur l'image du Bénin. L'association des graffeurs du Bénin a donné un coup de pinceau au mur du siège de l'Union européenne à Cotonou. Le résultat est dévoilé à un public d'invités sous la forme d'un vernissage. Un beau prétexte artistique au service des canaux officiels de la diplomatie. Au pied du mur graffé, Fulgencia Routonji et Christian Devochi nous font vivre l'instant soft power. Une fresque murale longe désormais la clôture de l'Union européenne. Cette œuvre du collectif des graffeurs du Bénin a réussi à séduire le public qui effectue le déplacement ce soir. Le slogan, comme vous le voyez, ensemble on est plus fort, c'est très important et ça valorise également les couleurs du Bénin. Le conteneur qui se trouve là au port de Cotonou, très expressif du rayonnement que connaît le Bénin aujourd'hui. C'est vraiment un travail de longue haleine et qui incite justement la population à des meilleures pratiques. La paix, l'union, la protection de l'environnement. Ces artistes abordent depuis 2013 des thématiques aussi diverses que variées. Nous avons souhaité illustrer les priorités du partenariat entre le Bénin et l'Union européenne. Notre nouvelle fresque illustre en particulier les valeurs de paix et du respect des droits de chacun et chacune. Notre nouvelle fresque parle aussi du changement climatique et de notre responsabilité envers les générations futures pour un monde juste et sain. Enfin, notre fresque illustre la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, notre nouvelle stratégie d'investissement pour construire des connexions modernes, fiables et résiliente avec le monde. Arriver à réaliser une si belle fresque murale sur le mur de l'Union européenne, ça conforte nos initiatives et nos démarches. Le mur de l'Union européenne fait désormais partie des circuits touristiques prisés. Cette année, nous avons démarré le challenge de réaliser la plus grande fresque murale au monde. Contribuer à faire du Bénin un musée à ciel ouvert avec Cotonou comme destination prisée, c'est la vision de ce collectif. Actualité associative. À présent, quand des garagistes se rassemblent, on peut se demander si c'est pour la bonne santé de nos véhicules. Peut-être oui, mais nos garagistes ont bien des soucis corporatistes à régler, d'où cette assemblée générale au cours de laquelle ils resserrent leurs rangs. Quels sont leurs défis? Réponse dans le sujet de Charlène Dovono. Ouverture de l'assemblée générale ordinaire de l'UGPB.
Union des garagistes professionnels du Bénin. L'Assemblée générale d'aujourd'hui nous permettra de faire des propositions objectives, de donner des orientations par rapport à notre corporation et comme ça, ça va nous permettre de savoir quel type de formation organiser à l'intention des collègues, quel type de sensibilisation nous pouvons mettre en place. Vous êtes conscient qu'on ne finit jamais d'apprendre, encore dans l'automobile, où l'évolution va à plus de 1000 vitesses. Si vous ne vous conformez pas, non seulement vous serez dévalué, mais vous serez entièrement oublié. L'UGP a compris cela depuis longtemps. Maîtriser la technologie automobile n'est plus aujourd'hui un choix, mais un défi que tout garagiste doit relever pour continuer d'exister. Nous achetons des véhicules, parfois ça va au garage, la personne ne sait pas quoi faire. Or, si on les forme, nous pouvons véritablement garder nos véhicules en forme. Donc il est très important que les concessionnaires signent des accords de partenariat avec l'Union des garagistes professionnels afin que ces garagistes soient bien formés. L'UGPB, depuis sa création en 2009, met en œuvre des actions pour l'amélioration et le bien-être des garagistes au Bénin. Janvier avance. Je parle du mois de janvier. Eh bien, il avance et déjà le 17 aujourd'hui, la saison des vœux a encore quelques jours. Eh bien, devant elle, le préfet de la Donga en profite. Il a délivré un message de vœux à ses administrés et à tout le peuple béninois. Il salue à l'occasion les actions du gouvernement. On écoute ici le préfet de la Donga sur un extrait proposé par Fiti Saouré et Michael Noati. L'année 2022 est marquée par non seulement des événements heureux, mais aussi des événements malheureux. Et nous souhaiterons que l'année 2023 soit beaucoup plus prospère. Mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années et à tout le peuple béninois, à toute la population de la Donga et à tous ceux qui nous entourent, voire même aller au-delà de toute l'Afrique. Je formule ce vœu-là, surtout à l'endroit du président Patrice Talon, de son gouvernement et de tous les ministres pris individuellement dans leur ensemble aussi. Sans la santé, on est handicapé. Et donc, dès qu'il y a la santé, on peut poser des actions, émettre des idées et les traduire en réalité, en action. Beaucoup de choses restent à faire, mais nous saluons la dextérité et la clairvoyance, le leadership du chef de l'État pour avoir conduit les affaires de l'État jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, avec satisfaction. Nous vous emmenons à présent à une célébration musicale voulue rugissante. Oui, c'est à voir avec Aikpe Todji ou encore Roger Dacosta Aguidissou de son vrai nom. L'artiste est monté sur scène pour la première fois il y a 65 ans. Une vie musicale consacrée au gogbaron, rythme de couvent qu'il a rénové et dont il laisse quelques petites notes en héritage aux mélomanes béninois. Dans son Ouida natal, la ville et ses proches lui préparent un hommage spécial. Nicanor Kovi a tendu les oreilles. Au son des décibels, le Touida a accouru. Dans la cité des Kpassé, Aikpe Todji fait office de patriarche. 65 ans qu'il entonne sur scène les mélodies de son gogbaron rénové, une éternité aux yeux de ceux que sa musique égayait depuis toutes ces années. L'initiative est venue à ce qu'il vaut mieux célébrer les artistes de leur vivant que d'attendre le dernier jour monter le drapeau sur son cercueil. Mais quand l'autorité communale a appris ça, c'est lui qui a déjà voulu qu'on annonce très tôt cet événement. Cette conférence n'est qu'une annonce des célébrations à venir. Un avant-goût festif sur fond de promesses. Vous allez voir du Tao. Hein. Oui, vous allez voir beaucoup de choses. Aikpe Todji est né à Ouida vers 1942. Au cours de sa longue carrière riche d'une trentaine d'albums, l'artiste a chanté l'histoire du Dahomey, la beauté de la femme béninoise, les faits de société et enseigné la sagesse africaine. Un legs au nom duquel les témoignages sont légion. C'est le moment
ou jamais de le célébrer parce que 65 ans de vie artistique, c'est pas donné à tout le monde. Je l'ai pratiqué, je l'ai côtoyé. C'est un monument vivant de la musique traditionnelle. Notre papa, Agirissou, a contribué à beaucoup dans ce pays. Il a aidé beaucoup de ménages dans ce pays. Donc, il mérite d'être célébré de son vivant. Le 29 janvier 2023, hommage de ses proches et de la ville de Ouidah à un artiste qui, toute sa vie, a chanté l'unité nationale. D'un projet de célébration joyeuse à un moment festif. On va au 64e anniversaire de la fête identitaire des Côtes-à-Fond à Djanglamin. Tout le week-end écoulé, des filles et fils de la localité ont tenté de rallier leur cocon originel avec ce mot d'ordre de mobilisation, fraternité et sainte alliance autour du développement de leur arrondissement. Parmi les invités à cette fête de la fraternité citoyenne, Jennifer Sativi, Bruno Khotepo. Un culte d'action de grâce a ouvert cette célébration du 64e anniversaire de la fête identitaire des Côtes-à-Fond de Djanglamin. Après avoir exprimé leur gratitude au Tout-Puissant, les fils et filles de la localité passent aux réjouissances qui cette année revêtent un caractère particulier. Cette fois-ci, nous avons dit il faut que la fête, chaque année maintenant, soit marquée par quelque chose. Vous avez vu, tout à l'heure, nous vous avons montré le monument aux morts. Ça, c'est pour cette année que nous allons le faire. Pour l'année prochaine, nous allons également, dans un village, choisir de faire quelque chose pour que chaque année, nous puissions dire c'est grâce à Côtes-à-Fond que nous avons eu ça. Cela va permettre d'unir tous les fils de l'arrondissement, puisqu'il y a 9 villages et tous ces fils de ces villages-là doivent être unis. Ça draine les ressortissants, mais ça draine également des amis à ces ressortissants. Et lorsque des ressortissants viennent chez eux, constatent que pour faire venir un ami, il faut faire des retouches, eh bien ça participe, n'est-ce pas, au développement de ce village-là. Les différentes initiatives entreprises pour le développement de Djanglamin visent également à apporter une plus-value à Grand Popo, la commune qui abrite la localité. C'est la célébration de la solidarité, c'est également la célébration du développement. Ça constitue pour nous la lumière que nous devons tenir pour que vraiment le projecteur soit sur l'arrondissement de Djanglamin. Diverses activités ont également été initiées en prélude à la célébration. Au nombre de celles-ci, un match amical entre les ressortissants de Djanglamin et les autochtones, ainsi que la pose de la première pierre pour la construction de monuments aux morts. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, un attentat contre une église a fait plus de 14 morts et 63 blessés dimanche dernier dans le nord-est du pays. Et pendant ce temps, le gouvernement sud-africain est menacé de poursuites face au délestage par des partis d'opposition et des chefs d'entreprise. Et puis en France, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, est visé par une enquête ouverte depuis ce matin même pour harcèlement moral et sexuel. Le round-up est proposé par Jennifer Sativi. En RDC, un attentat contre une église a fait plus de 14 morts et 63 blessés dimanche dernier dans le nord-est du pays. L'agression a été revendiquée par le groupe État islamique sur son site. L'armée, quant à elle, estime que l'attaque avait été menée par les forces démocratiques alliées et promet de poursuivre les responsables. Selon le porte-parole de l'armée, Anthony Moualouchaï, 24 heures après l'explosion, tous les services militaires ainsi que les civils se sont mobilisés pour en savoir plus sur son origine. Le gouvernement sud-africain menacé de poursuites face au délestage. C'est un ultimatum qui provient de plusieurs partis d'opposition et d'un syndicat représentant des chefs d'entreprise. Ceci pendant que le pays fait face à des coupures de courant sans précédent depuis plusieurs mois. Un délai de quelques jours a été donné au gouvernement sud-africain qui a jusqu'au 20 janvier pour stabiliser l'approvisionnement en électricité. C'est ce que précise la lettre de mise en demeure qui a été adressée au ministre des Entreprises publiques et au directeur général de la compagnie sud-africaine d'électricité.
Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, est désormais obligé de se mettre en retrait de ses fonctions. Il est visé depuis ce mardi par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Enquête qui a été ouverte à la suite d'un signalement pour outrage sexiste selon le parquet de Paris et qui a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Noël Le Graët a réagi à cette nouvelle information via un communiqué. L'homme de 81 ans dément toutes les accusations et fustige des interférences et pressions politiques venues, selon lui, de la ministre française des Sports. Merci pour votre inusable fidélité. C'est la fin de cette édition du journal. Je remercie toutes les équipes qui ont contribué et surtout, prenez grand soin de vous. Chaque jour est une vie. Rien n'est jamais définitivement acquis, ni la force, ni la faiblesse. Bonsoir chez vous.